Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de juin, le dernier avant l'été, dans lequel je vais recevoir une invitée encore comme à chaque mois. Pourquoi j'ai décidé en 2024 de procéder de cette façon-là? C'est parce que j'ai développé une approche globale pour intervenir auprès des parents et des intervenants, dans le fond, qui accompagnent un enfant, soit qui présente du mutisme sélectif, ou un enfant qui a un défi relié à la prise de parole dans certaines situations, tandis qu'il parle dans d'autres contextes. Alors, pour outiller tous ces adultes-là, j'ai décidé de faire des lives avec des invités pour parler de différents sujets parce que j'ai remarqué qu'en allant intervenir sur différents aspects et non juste sur le défi relié à la prise de parole, on obtient des résultats, là, ça peut faire une bonne différence. Alors, mon nom est Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. Aujourd'hui, on va discuter du développement des émotions chez les enfants. C'est sûr que c'est un sujet qui est très vague, donc on va essayer de restreindre ça. Mais dans le fond, même dans les contextes où l'enfant parle à différentes personnes, par exemple, ça arrive souvent que l'enfant qui a un défi relié à la prise de parole parle avec ses parents, avec la fratrie, avec différentes personnes. Mais même dans ces contextes-là, ça demeure difficile de s'exprimer, d'exprimer les émotions. Hein. Ça demeure un défi. C'est difficile pour tout le monde. Alors, imaginons pour ces enfants-là. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être de favoriser le développement des émotions avec un enfant dont le défi est de s'exprimer dans certaines situations. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Solène Bourque. Bonjour Solène. Salut! Comment ça va? Ça va bien? Toi aussi, Geneviève? Oui, merci beaucoup d'être là, de prendre de ton temps. Écoute, je te présente à l'instant, puis ça va donner aux gens une idée de la chance qu'on a là, que tu sois avec nous, avec ton horaire certainement très chargé. Tu es psychoéducatrice, tu es également enseignante au collégial en éducation spécialisée. Tu es consultante pédagogique, entre autres pour Passe-Partout, Drasilion, donc plusieurs émissions jeunesse. Tu participes aussi au développement des jeux pédagogiques avec Placotte. Tu es autrice, une autrice prolifique. On le voit là, dans ta bibliothèque en arrière, En entre arrière. autres, hein, avec les petits loups, entre autres, là, qui sont bien connus. Donc, est-ce que j'oublie quelque chose, là? Je fais de la pratique privée aussi En avec des psychoéducation. familles, mais bon, à temps très partiel, à peu près, mettons que c'est ça, une journée par semaine à peu près là, de suivi avec des familles étalé sur la semaine, là, fait 4-5 Ouais, suivis avec des familles en sur une plus. base occasionnelle, mais j'aime ça garder le lien direct aussi avec les familles. Ouais, J'étais un petit bout de temps sans le faire, mais là, avec la pandémie, des ouais. grands besoins qui sont ressortis, puis j'apprécie vraiment ce contact-là direct avec eux. Là. Oui, c'est vrai que ça fait différent. Puis ça garde dans le concret, dans le quotidien aussi de ce qui se passe pour les gens, là, pour rester allumés dans tout ça, rester à Oui. l'affût de ce qui se passe. Donc, écrivez-nous un petit allô dans les commentaires, faites-nous un pouce en l'air si vous êtes là. C'est toujours agréable de savoir qui est avec nous. Puis, si vous écoutez en rediffusion, écrivez-moi rediffusion aussi dans les commentaires. J'avais choisi un mot qui te représente et puis en fait, j'avais choisi quelque chose que je vais te dire après, mais là, finalement, je me suis dit, je vais dire touche à tout. OK, tu es une touche à tout. Oui, je dirais Mais, ça aussi. ouais, mais le premier, ce qui m'a vraiment, le flash que j'ai eu quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, inspecteur gadget. Ah, Parce c'est que tu dommage. es tellement avec les enfants, puis on Ouais. dirait que toi, là, concernant l'intervention, l'éducation des enfants, on peut te parler n'importe quel sujet, que tu aurais un petit gadget, là, go gadget au bras, là, tu sors un outil ou une recommandation. Là. D'où Mais le c'est fait vrai que. que, ouais, c'est ça. C'est vrai que j'étais longtemps en intervention, donc, puis j'en parle souvent à mes étudiants au cégep, c'est que les stratégies viennent vite en tête. Mais ce qui ne veut pas dire que ça fonctionne toujours. Tu sais, c'est beaucoup de laisser-erreur. Ouais. Puis à chaque fois qu'on est devant un nouvel enfant, ben il y a comme tout encore là l'évaluation des besoins qui est là. Puis des fois, ce qu'on va avoir essayé avec d'autres, tu dis, ah, c'est le même profil, je vais essayer. Puis non, ça ne fonctionnera pas. Donc, même après autant d'années en intervention, ça arrive que j'ai des stratégies que j'applique. Puis
qui ne fonctionnent pas, puis c'est bien correct aussi, là. Ça fait partie Mmh. aussi de ce qui nous fait grandir comme professionnels, là. Ben, moi, je trouve ça même un parent ou un intervenant qui t'écoute en ce moment, c'est réconfortant de savoir ça. Tu sais, Mmh. puis ça parce que souvent, on a comme un certain doute ou on se questionne: «Moi, je fais-tu la bonne affaire?» J'ai tellement de parents qui me questionnent par rapport à cet aspect-là. Je pense que c'est une des premières questions qu'on me pose dans les services que j'offre, là. «Ouais, mais moi, je veux savoir, est-ce si ce que je fais, c'est correct?» Ben, c'est ça, c'est que ça se peut que oui, puis ça se peut que non, puis qu'on va se réajuster, mais c'est ça la vie parce qu'on est humain, tu sais? Exactement. On n'a pas de livre de recettes. Donc, on a beau avoir Non, des puis beaux livres qui sont proposés, mmh. mais c'est pas évident là, dans notre situation d'appliquer ça, là, nécessairement. Puis, des fois, on va avoir, des moyens ou des stratégies qui vont fonctionner pendant quelques semaines, quelques mois, puis là, tout à Ouais. coup, oups, ça marche pas, puis on comprend pas pourquoi. Mmh. Tout à coup, ça fonctionne plus. Puis des fois, c'est soit l'enfant qui va avoir changé, évolué, soit que la stratégie va s'être un petit peu épuisée là, avec le temps, Ouais. puis ça va moins bien fonctionner. Tu sais, je donne un exemple, une stratégie qui est souvent proposée aux parents, c'est offre-leur des choix. Donc, Mmh. ça permet à l'enfant, par exemple, de se sentir en confiance, tout ça. Tu sais, on parle, par exemple, justement, au niveau de la régulation des émotions, préfères-tu utiliser tel moyen ou tel moyen? Mais là, c'est rendu qu'à un moment donné, l'enfant, il a compris le concept. Puis, j'ai des enfants qui vont répliquer à leurs parents, puis toi, préfères-tu faire ça ou ça? Tu sais, fait qu'à un moment Ah, donné, ça vient qu'ils ont compris que c'était la stratégie du choix, puis ils en viennent qu'à plus vraiment embarquer dans le jeu parce c'est comme s'ils ont compris qu'est-ce qui est en train de se passer. OK. Donc là, ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il Ouais, faut aussi, ce que je dis souvent aux parents, l'objectif, là, quand on est en intervention, puis quand on est parent, c'est d'avoir un coffre à outils bien ouais, rempli ouais, ouais. et de varier dans ces stratégies-là. Parce que si on applique la même du matin au soir, c'est certain qu'à un moment donné, soit nous, on va se tanner de l'appliquer, soit Mmh. l'enfant, à un moment donné, va faire hey, là, je suis vraiment tanné de toujours avoir la même stratégie. Ouais. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui au niveau de l'expression des émotions, là, chez les enfants qui ont plus de difficultés, c'est la même chose. Hein? Mmh. C'est que je vais probablement proposer des idées, des stratégies dans lesquelles on peut aller piger, puis peut-être qu'on va se rendre compte que, ah, aujourd'hui, c'est pas cet outil-là ou ce moyen-là qui fonctionne bien, mais peut-être que demain ou dans 2 semaines ou dans 3 mois, on pourrait le réessayer puis ça fonctionnerait bien selon comment l'enfant se sent ou son évolution et tout ça. Selon la situation aussi, puis les gens avec qui on est ou avec qui, on intervient. Exact. Excellent, ben déjà, c'est super parlant, là, je pense, là. Merci Lila d'être là, hein. Je vois que Lila est connectée. Donc, ben, les parents pensent que si l'enfant parle à la maison avec eux, euh, c'est aux garderies, au milieu scolaire, au milieu préscolaire à mettre des moyens en place dans le milieu dans lequel le silence n'est pas est présent. Toi, tu en penses quoi par rapport à ça? Ben, je pense qu'il y a quand même une partie qui est importante, là-dessus. Dans le sens où je crois que c'est difficile, surtout chez un enfant en bas âge, c'est difficile pour lui que le parent, par exemple, mette en place des moyens à la maison en disant: «Demain, tu pourras faire ça à la garderie ou à l'école». Oui, L'enfant, il a une mémoire à court terme, il est beaucoup dans le ici, maintenant. Euh, et des fois, il va arriver le lendemain, puis ah non, il s'en rappelait pas, ou il n'y a pas nécessairement le moyen. Puis je trouve aussi que ça peut créer une certaine pression chez les parents. Moi, j'ai des parents à qui, en intervention, il y avait des grandes, grandes difficultés de régulation émotionnelle chez les enfants à l'école et à qui j'ai dit à un moment donné, décrocher. Là, à la maison, ça va assez bien. Il lui laissait un temps, par exemple, pour décompresser en venant de l'école. Il y avait ce moment d'apaisement. Mais s'il passait la soirée à revenir sur les stratégies qui s'étaient passées à l'école, eux, là, c'était pas une belle soirée à la maison. mmh, Et l'enfant, à un moment donné, il était tanné. Il passait sa journée dans un mode intervention. Donc là, Mané, j'ai dit, passez du bon temps en famille, prenez du temps ensemble, reconnectez avec votre enfant, ayez du plaisir avec et remplissez-le de, justement, de confiance, de bons moments, de tout ça. Et ça va être un bel outil aussi pour le lendemain de dire, hey, moi, je suis capable d'être en relation de façon
positive avec les gens, je suis capable d'être bien avec les gens. Donc ça va me donner confiance parce que si on revient toujours sur les situations problématiques, puis que là, tu devrais mettre en place tel ou tel moyen, premièrement, les parents ont l'impression justement d'en avoir l'eau sur les épaules et aussi l'enfant est toujours dans un mode d'hypervigilance de j'ai fait de quoi de pas correct. Donc, jusqu'à un certain point, je pense qu'effectivement, ça appartient au milieu de garde ou à l'école de mettre en place des moyens. Par contre, la collaboration des parents, elle est essentielle dans le sens où ce sont les parents qui connaissent le mieux leur enfant, qui sont capables des fois de raconter des événements ou une histoire de vie. Moi, quand je rencontre les parents la première fois, on passe 1 heure et demie là, à faire le tour de tout ce qui a pu se passer, des événements qui auraient pu provoquer, par exemple, certaines situations plus difficiles, des forces, des défis de l'enfant. Et je préfère le faire avec les parents parce que c'est eux autres qui ont toute l'histoire. Des fois, ils vont dire « Ah, le sommeil, ça va bien maintenant, mais ça allait pas du tout quand il était bébé. » Puis des fois, ça peut expliquer plein de choses. Donc, de collaborer avec les parents, que le milieu de garde s'assoie avec les parents puis dise « Pensez-vous que ce genre de moyen-là, ça fonctionnerait avec lui? » Puis, comment on peut assurer une certaine continuité entre la maison et la garderie, mais sans que ça soit lourd à la maison, sans que ça soit difficile, qu'il y ait c'est ça, un petit suivi, une cohérence, mais c'est ça, je trouve que l'avantage d'un milieu de garde, d'un milieu scolaire, d'un milieu d'intervention, c'est que on travaille, c'est notre travail, on a une distance affective, on est là pour intervenir, puis après ça, on s'en va chez nous, on décroche, puis on a des moyens de se ressourcer. Le parent, si on lui met cette lourdeur-là de devoir intervenir sur des situations qui ne se passent pas à la maison, bien, c'est comme lui, il est pris avec tout le temps. Donc, il est préoccupé pendant que son enfant est à l'école parce qu'il sait que ça ne se passe pas bien, puis il arrive à la maison, puis il est encore préoccupé parce qu'il sent que l'école ou la garderie a des attentes envers lui, parce que son enfant agit pas bien, ou en tout cas a des difficultés ou a des défis à l'école ou à la garderie. Donc, à un moment donné, je trouve que ça fait beaucoup de pression. Puis voilà, c'est mon opinion sur le sujet, mais la collaboration, la communication est vraiment essentielle. Et je dis souvent aux parents, c'est pas gagnant d'aller masquer ou cacher des défis qui sont vécus. Des fois, il y en a qui vont dire, moi, j'en parlerai pas. Ils vont, tu sais, s'il y a eu une évaluation, un diagnostic en présco, je vais faire table rase en arrivant à l'école. Non, il faut ouvrir la porte sur les défis parce qu'avec les défis, puis les diagnostics, puis les évaluations viennent des services. Puis ça va aider l'enfant, tu sais, dans un contexte professionnel. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est encore un peu comme ça, là. Ça prend des fois un diagnostic pour ouvrir des portes, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais tu sais, des fois, c'est ça, tu as nommé quelque chose d'important concernant les peurs, par exemple, du parent et tout, parce que veut pas, la peur du parent, ça va déteindre un peu sur l'enfant. J'aimerais ça peut-être que tu me parles, c'est quoi, d'où ça vient les peurs? Parce que veut pas, c'est un défi qui est présent. Ça fait partie du défi de prendre la parole, là, les peurs. Puis, c'est quoi le type de comportement que les adultes ont qui contribue à nourrir ces peurs-là des enfants? Bien, d'entrée de jeu, les enfants ont des peurs en bas âge. Là. On va voir des peurs apparaître, là, je dirais, habituellement à partir de 2 ans, les premières peurs vont commencer à se construire. Et il y a pas mal, là, si vous fouillez, là, naître et grandir, tout ça, là, on va trouver là, des petites échelles de peur. Là. Au début, ça va être souvent peur du noir, peur d'être tout seul. Après ça, bon, peur des gros chiens, peur d'être bruit fort. Et là, après ça, peur de se perdre dans un endroit public. Puis là, après ça, peur de prendre la parole en public. Fait que là, ça va se complexifier avec le temps chez certains enfants. Puis, ces peurs-là peuvent être apaisées, bien entendu, par les parents, mais des fois peuvent être aussi nourries parce que ça se pourrait que le parent, dans sa surprotection, par exemple, bon, l'enfant s'en va grimper au parc, puis là, il a peur qu'il se blesse. Mais là, c'est sûr que l'enfant qui est en exploration, puis que le parent, lui, a peur que l'enfant se blesse, bien, l'enfant va voir la réaction de son parent. Ça peut susciter 2 réactions. Soit qu'il va être très craintif, puis qu'il va reculer, puis qu'il n'osera pas, ou soit qu'il va défier, qu'il va aller dans l'autre sens, puis qu'il va dire « Oh, OK, fait que moi, je vais aller l'essayer parce que ça a l'air d'être quelque chose qui fait réagir mon parent. » Fait que ça va aller dans les 2 sens. On va voir des enfants aller dans un sens ou dans l'autre.
Donc, c'est certain que si l'enfant s'en va du côté défiant, c'est du côté craintif, ou en tout cas qui va être plus à rester près de son parent, le parent est comme rassuré parce que l'enfant n'ira pas en exploration, mais ça va alimenter les craintes. Ouais, S'il c'est s'en ça. va du côté défiant, ben là, ça va créer comme une espèce d'escalade de réaction. Par contre, c'est ça, justement, si le parent va se protéger ou justement être un peu rassuré, il y a des parents qui vont dire des fois, ah, moi, mon enfant, justement, est pas très explorateur, puis oh, je suis content parce que, Ouais, finalement, il est pas trop casse-cou, puis ça me rassure, ouais, Et ils permettent peut-être pas justement à l'enfant d'explorer dans ce explorer, c'est ça. sens-là, que ce soit au niveau moteur ou au niveau d'aller vers les autres, au niveau social, ou il y en a qui vont dire il y a peur des inconnus, mais bon, ça me rassure un peu. T'sais. Mm. Fait que cette partie-là va faire en sorte que on n'ira pas nécessairement donner des petits défis à l'enfant, par exemple, de si on s'en va à l'épicerie, puis qu'il y a un commis qui dit bonjour, puis que l'enfant se cache derrière nous. Des fois, on est rassuré, on dit ah, il ne parlera pas à n'importe quel inconnu. Mais là, c'est pas un inconnu, oui, c'est un inconnu, mais dans le sens où c'est un contexte Ouais, social c'est ça. où il pourrait être capable, peut-être pas de dire bonjour, mais minimalement de faire un sourire. Mm. D'ailleurs, je l'aborde là, dans mon livre, là, Minilou vit un tourbillon d'émotions. La timidité est vécue par Minilou quand il se retrouve au marché avec sa maman, puis que Ouais. M. Fenouil lui dit bonjour, puis qu'il se cache derrière sa maman. Ok. Puis elle dit, ben peut-être que la prochaine fois, même si tu n'es pas capable de lui dire bonjour, tu pourrais peut-être au moins lui sourire. Mm. Fait qu'on peut commencer à aider l'enfant avec on pourrait dire des gestes sociaux sans nécessairement que ce soit la parole. La Parce qu'il y en parole a directement, pour c'est ça. lesquels la parole est excessivement difficile, mais on n'est pas obligé toujours de parler. Juste faire ça, c'est aussi un signe d'interaction Ouais, sociale. c'est ça. Alors ça peut être intéressant si on sent qu'on a un enfant qui est un peu plus craintif, au lieu de le protéger, puis pas d'alimenter, mais en tout cas de nourrir cette crainte-là en disant ah, ça me rassure, de Ouais. dire hey, comment je peux l'outiller pour que socialement, il soit bien, puis qu'il soit à l'aise d'aller vers les autres, tout en étant conscient de vers qui il doit aller, puis vers qui c'est sécuritaire d'aller. Mm. Parce que là, il faut apprendre des comportements sécuritaires au niveau social. Fait que c'est sûr que c'est Ouais. intéressant. Fait que oui, les peurs peuvent être alimentées, effectivement, d'abord l'enfant par son imaginaire, là, qui part en vrai dans toutes les directions, mais des fois aussi par le parent qui, c'est pas par mauvaise volonté, là, mais à un moment donné, des fois, a tendance à dire oh, s'il peut ne pas grandir trop vite ou s'il peut ne pas aller trop vers les autres rapidement, ça va me rassurer parce que ben, on le constate des fois que c'est difficile d'aller vers d'autres enfants, ben, ça génère des conflits, ça génère des difficultés. Puis là, ben, notre enfant revient, il pleure, on le sent malheureux, mais à travers ça, notre enfant est en train de grandir. C'est Puis ça. on a tendance, nous autres, à compartimenter vraiment les émotions positives, négatives. Ce qu'on Il n'y a devrait pas pas, c'est ça. d'émotions positives, Non. négatives. Les émotions, il y en a qui sont plus difficiles à vivre que d'autres, plus désagréables, Ouais, mais elles sont toutes nécessaires c'est ça. pour avancer dans la vie. Si Ouais. on n'a jamais vécu de peine, jamais vécu de colère, jamais vécu de Mm. timidité ou de frustration, puis qu'on est toujours heureux, puis qu'on nous a protégés de toutes les autres émotions, Mm. ça va être difficile rendu Ouais. à l'âge scolaire, là. Oui, oui, c'est ça, de relever des défis puis de faire face à ces inconforts-là, puis de savoir quoi Voilà. en faire, d'être capable de faire un effort. Mais justement, dans ce sens-là, tu sais, souvent, les enfants dont on parle avec les enfants mutiques ou qui ont un défi de prendre la parole, souvent, ils essaient pas, tant qu'ils sont pas sûrs de réussir, ils vont plus être en mode analyse, observation. Des fois, c'est long avant qu'ils osent essayer. Comment tu expliques ce comportement-là? Bien, de façon générale, dans la vie, puis j'en parle dans 2 de mes livres, dans Parler pour grandir, puis dans Bouger pour grandir aussi, que Parler pour grandir que j'ai écrit avec Geneviève Côté, orthophoniste, puis Bouger pour grandir que j'ai écrit avec Josiane Caron-Santac, qui est ergothérapeute. Qui était là Dans la le mois dernier, entre autres. était là le Avec mois mon dernier, livre, bon. c'est ça. Donc, c'est ça. En fait, il y a différents types d'apprenants, mais 2 grands types d'apprenants, c'est ça. Il y a vraiment ceux qui apprennent par essai-erreur. Donc, c'est pas grave si je me trompe, go, go, go. Fait que souvent, au niveau du langage ou au niveau des interactions, on va avoir des enfants qui foncent, qui sont très fonceurs, qui vont des fois être très maladroits, soit qui vont se tromper dans les mots, qui vont entrer en contact avec les autres en leur donnant un coup de pelle sur la tête, peu importe, mais ils rentrent en contact Ouais, avec les autres. ouais.
Fait qu'à 2 ans, ils vont vouloir aller jouer au parc avec un autre, vont arracher l'appel, mais c'est une interaction sociale C'est ça. quand même. Oui. C'est quelque part, c'est je veux t'appel. Il n'a pas été Ouais. capable de le dire, mais c'est une interaction sociale. OK. On a d'autres enfants qui vont plus être justement des apprenants là, ou qui vont apprendre par observation et qui, tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas saisi exactement comment le faire sans erreur, ne le Oui. feront pas. Ça, souvent, ça peut repousser et repousser et Oui. repousser le moment de le faire. Et avec ça, ben, va s'enclencher une espèce d'anxiété de performance dans le sens où plus on grandit, plus on repousse, plus on se dit, mais c'est comme ça qu'il faut que je le fasse, il faut que je le fasse encore mieux. Ouais. Donc là, c'est là que les blocages vont commencer à arriver là, au niveau Ouais. affectif, de dire, ben, la barre est de plus en plus haute, puisque si j'ai commencé, par exemple, à 3 ans, à réaliser, par exemple, que rentrer en contact avec les autres, ça veut dire ça, puis que l'enfant attend, ben, rendu à 5 ans, c'est plus complexe. On est C'est rendu encore dans le plus complexe. partage. Ouais. C'est plus juste aller voir un ami puis lui dire bonjour. C'est apprendre à partager, à coopérer dans une tâche. Là, après ça, quand on est rendu à 6-7 ans, c'est comment se faire des amis, comment être capable de nommer que quelque chose nous a déplu. Là, c'est rendu des habiletés complexes. Là. C'est très complexe, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que, parce que j'imagine que l'idéal, c'est un peu d'aller dans cette approche-là qui valorise les erreurs. Comment on fait pour, en tant qu'adulte, d'accompagner un enfant vers une telle approche? Bien, je pense qu'il faut commencer par le faire à la maison. Donc, c'est sûr qu'à la maison, c'est vraiment de façon générale, là, dans la majorité des cas, c'est l'endroit où l'enfant se sent le plus en sécurité. Donc, souvent, j'ai des parents qui vont me dire j'ai de la difficulté à comprendre, par exemple, mon enfant, toute la journée à la garderie ou à l'école, ça va relativement bien. Il arrive à la maison, ça explose, ça Ouais. pète de partout. Mhm. Puis, comment ça? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Puis là, je leur dis, au contraire, c'est Ouais. un signe de C'est ça. confiance. Ouais. C'est un signe qu'il se sent en sécurité avec vous. Il a passé toute la journée à essayer de se contrôler, de ne pas perdre la face socialement, si on pourrait dire, de tout contenir. Puis bon, toute la journée, tu sais, bon, j'utilise l'image là, qui a circulé, c'est pas moi qui l'ai inventé, du petit ballon des émotions. Fait que toute la journée, il arrive une contrariété, oups, le petit ballon gonfle. Il arrive une autre contrariété, oups, le petit ballon gonfle. Il arrive une autre contrariété, puis toute la journée où quelqu'un lui dit quelque chose qui lui déplaît. Puis là, on arrive à la maison, puis on dit, je comprends pas. La première chose que je dis, pouf, ça éclate. Ben, le ballon a gonflé toute la journée, puis nous, on l'a pas vu. Donc, rendu à la maison, ça veut dire, hey, enfin, je peux être totalement moi-même. Ouais. Et ça ne remet pas en question l'amour, ça ne remet pas en question l'appréciation de qui je suis. C'est ça. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit pour travailler ça. Donc, travailler des essais-erreurs. Je donne un exemple très concret. J'avais ma fille qui était plutôt introvertie là, au primaire et elle avait de la difficulté à s'affirmer en groupe. Donc, on travaillait des répliques à l'heure du souper. Fait que là, bon, Samantha s'en vient de voir puis dit « Ah, je suis vraiment désolée, mais là, le jeu qu'on joue, c'est juste à 3, c'est pas à 4. » Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, tu sais, si tu as envie de jouer avec les amis quand même? Fait que là, on pratiquait ensemble. J'étais là, moi, je suis Samantha, puis là, blablabla. Fait que, mais tu sais, on faisait ça de façon rigolote, légère. Puis, fait que là, des fois, j'imitais Samantha un peu, fait que là, on rigolait parce que tu sais, Samantha avait des petits tics, elle avait des longs cheveux. Puis là, j'étais là, fait que là, user d'humour à travers ça, là, à travers le jeu on aussi. réussit à en rire. Puis, à travers ça, ma fille a développé, elle n'a peut-être pas été capable le jour 1, ni le jour 2, ni le jour 3, mais elle avait son petit coffre à outils. Puis, à un moment donné, elle a réussi à être capable de nommer des choses. Ça a pris du temps. Puis, le nombre de fois parce que moi, j'avais un horaire atypique en allant enseigner au cégep, puis le nombre de fois que je suis passée devant la cour d'école, puis que je voyais tous les amis jouer ensemble, puis ma fille marchait le long du mur toute seule au fond, j'étais là. Puis, je trouvais ça difficile, c'est brise-cœur là, quand tu vois ton enfant comme ça. Puis, en même temps, quand j'en discutais avec elle, elle me disait, oui, c'est vrai que j'aurais aimé ça jouer, mais en même temps, des fois, ça me fait du bien d'être tout seul. Fait que moi, j'amplifiais aussi beaucoup la situation en disant, elle est malheureuse d'être toute seule. Mais des fois, elle me disait, maman, ça fait tellement de bruit dans la classe, là. Quand j'arrive à la récré, des fois, là, c'est correct. Je m'en vais marcher toute seule, puis ça me fait du bien. Ça fait du bien. Fait que, elle n'était pas aussi malheureuse que ce que j'avais imaginé,
Mais en même temps, quand elle avait envie d'aller vers les autres, elle avait des petites phrases clés là, qu'on avait pratiquées à la maison. Fait que de pratiquer à la maison ça, les essais-erreurs, par exemple, bon, conflit avec frère-sœur ou même avec nous comme adultes si c'est un enfant unique, mais de dire, OK, tu sais, on voit que notre enfant, bon, on fronce les sourcils, tout ça. Je sens que tu as l'air, tu sais, t'as l'air déçu, puis tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, tu sais, ou comment tu pourrais m'exprimer que tu es déçu? Parce que ça se peut que l'enfant ne soit pas capable avec des Oui. mots au début, ou tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça aussi, hein, la communication, c'est pas juste des mots, j'en parlais tantôt, dire Oui. bonjour avec un signe, mais tu Mhm. sais, ton frère, ta soeur arrive dans tes jeux, tu peux juste faire non, tu sais, là, on va pas m'amener comme il faut. Non, tu sais. Ouais. On peut juste faire j'ai besoin de ma bulle. Fait que ça, au départ, de se donner des codes, puis que les autres membres de la famille comprennent que quand je fais ça, c'est j'ai besoin d'espace. Mm. Donc, l'enfant qui n'est pas à l'aise de parler au départ ou qui, pour lui, c'est un grand défi, même à la maison, bien, il peut avoir quelques petits signes comme physiques comme ça. Ou à la Déterminer limite, avec lui, là, tu sais, c'est selon... ça. ouais. Ouais. On peut se dire que s'il fait, par exemple, ce signe-là, c'est j'ai besoin d'être tout seul, laissez-moi tranquille. Mm. Donc, ça peut être ou tu sais, viens, j'ai besoin de ton aide. Fait que, tu sais, à la limite, là, on peut quand même utiliser des signes. Il y en a qui vont utiliser des images, des pictogrammes aussi pour communiquer. Mais, puis il y en a qui vont dire, oui, mais ils ne parlent pas. Hey, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'ils soient capables de communiquer comment ils se sentent. Exact, La exact. communication, là, c'est pas obligé d'être des mots. C'est ça. C'est ça, c'est important de comprendre cet aspect-là, souvent, parce qu'on met l'accent sur la parole, parce que le silence, c'est malaisant hein, pour plusieurs. Ouais. Il faut apprendre, je pense, à voir ça d'une façon différente, puis à leur laisser le temps de se développer par rapport à la parole. Là, tu nommais les signes et tout. Souvent, ils me disent, ouais, mais là, mon enfant, je sens qu'il va mieux en classe et il est plus à l'aise, il socialise plus, mais il ne parle pas encore. OK, mais est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'on lui montre comment? Est-ce qu'on lui donne on lui montre comment faire, on lui donne des alternatives pour l'instant. Est-ce qu'on suscite certains moments, certaines situations où il pourrait aller un petit peu plus loin pour l'amener à graduellement être capable? Mais je trouve ça réconfortant, ce que tu nommes aussi, de mentionner qu'on n'a pas à mettre de pression pour qu'il parle. Le but, c'est qu'il se fasse comprendre par une Voilà. quelconque façon pour l'instant. Tant que selon moi, là, je pense, là, tant qu'on l'amène quand même à relever des défis et à faire face à son inconfort pour éventuellement être capable, plutôt que de le laisser juste tout le temps avec ses signes. Là. C'est ça. Puis là, de ce côté-là, au niveau justement des défis, ben, il y a la base là, qu'au niveau du développement, qu'on parle de zone proximale de développement, qui est vraiment un terme bon, très clinique, mais qui veut dire, dans le fond, que le centre, la zone de ce que l'enfant fait, ben, si on s'en va trop loin, si on s'en va dans une zone, par exemple, de trop grands défis, ben, l'enfant va se décourager. Mm-hmm. Mais fait qu'à ce moment-là, quand on parle de zone proximale de développement, c'est la petite marche la plus proche de ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Donc, par exemple, si l'enfant est juste en train de faire des signes de ça, bien, la prochaine étape, ça pourrait être le signe plus un pitot ou le signe plus juste non. Tu sais, avant de dire éloigne-toi de moi avec la grande phrase, ça pourrait être juste non. Ou ça pourrait être juste va-t'en, tu sais. Mais on y va graduellement. Fait qu'on y va avec un petit défi. Et ce défi-là pourrait être, par exemple, encore là, on n'est pas obligé que ça soit tout le temps, à chaque fois qu'il va le faire. T'sais, on pourrait se dire, c'est sûr quand on travaille des objectifs là, en éducation spécialisée, ça va être, bon, on va être capable de le faire au moins 25 du temps. Ou, fait que là, de dire, est-ce que tu serais capable de le faire au moins 3 fois cette semaine? Okay. Fait que là, on se donne un petit challenge cette semaine. J'aimerais ça que tu sois capable de le faire 3 fois. On le sent qu'il est capable de le faire. Fait que l'enfant a son petit défi. Mais tu sais, il faut que ça soit réaliste. Puis il ne faut pas que l'enfant, on le mette en situation d'échec. Au début, ça pourrait être juste genre, essaye-le une fois. Tu vas voir comment tu te sens, puis on en parle avec après. C'est ça, voir si ça a été trop comme défi ou si c'est correct. Là. Parce que justement, dans un de tes balados de placote sur les systèmes de récompense, il y a quelque chose qui m'avait vraiment allumé. Là. Je trouvais que c'est super pertinent de le comprendre. Puis tu en as parlé un petit peu avec la zone proximale de développement, mais dans le fond, tu expliquais que si on cible un défi qui est
liées à la maturation du cerveau, ben, on met l'enfant en échec. Par exemple, tu donnais cette fois-là l'exemple de faire pipi dans le pot. OK, on veut vraiment, ça devrait être l'âge, mais si l'enfant n'est pas mature, lui, à cet âge-là, on le confronte à un échec, puis ça va être bien long et décourageant. Tandis que si on cible un défi, une action sur laquelle il y a du pouvoir, par exemple, de tirer la chasse d'eau ou s'essuyer, ben là, il est plus, il a du pouvoir là-dessus, puis il va vivre des réussites, puis il va progresser là-dedans. Donc, c'est un peu la même chose que tu viens de nommer là, par rapport au défi de la parole. C'est ça, il faut que ça soit quelque chose sur lequel l'enfant a un certain pouvoir. Parce que oui, c'est vrai que, puis c'est probablement, je prends souvent l'exemple de l'apprentissage à la propreté parce que je pense que c'est l'élément sur lequel je vois le plus de petits tableaux de motivation. C'est correct de faire un tableau de motivation parce qu'on veut que l'enfant apprenne, mais il ne faut pas que ça soit sur « t'as-tu fait un pipi dans le pot ou pas » parce que c'est les sphincters qui décident. Il y a des enfants que les sphincters, les petits élastiques, les muscles, ne retiennent pas le pipi. Puis, il y a aussi de maturation au niveau du cerveau qui va faire que l'enfant, s'il est très concentré dans une tâche, les muscles en bas, ils feront... le travail entre le cerveau et les muscles ne se fera pas. Le cerveau, il n'enverra pas le signal de « OK, il faut que tu retiennes puis jusqu'à temps d'aller à la toilette. » Donc, il y a une maturation qui n'est pas là au niveau physiologique puis au niveau du cerveau. Donc, c'est comme si justement l'enfant, ça va prendre il va peut-être avoir plein de réussites une semaine, mais la semaine d'après, il n'y en aura pas du tout, puis le parent ne comprendra pas pourquoi ça a régressé. Alors que justement, si on s'en va sur quelque chose comme tu dis, l'essuyage, tirer la chasse, vider son petit pot, s'il est dans le petit pot, vider le petit pot dans la toilette, ça, c'est parfait, tu sais. Fait que l'enfant, il est quand même encouragé à retourner à la toilette, mais d'une autre façon, tu sais. C'est la même chose au niveau de la... Tu sais, si on sent que notre enfant est complètement bloqué, qui est paralysé par parler, si on lui dit, je veux que tu parles, je veux que tu dises au moins un mot, mais que lui, c'est... puis que là, il est gros sueur froide, puis il n'est pas bien à chaque fois, bien, on le met en situation d'échec également. Là. Exact. Non, puis c'est intéressant. C'est ça. Puis le milieu scolaire, de plus en plus, je les sens compréhensifs par rapport à ces enjeux-là aussi. Il y a beaucoup d'adaptations qui sont faites, par exemple, pour des enfants qui vont avoir des défis au niveau des présentations orales. Tu sais, avant ça, il y avait vraiment, c'était systématique, mur à mur, la même chose. Maintenant, on va permettre à des enfants, par exemple, en termes d'adaptation, peut-être pour sécuriser certains parents, on va permettre, par exemple, à des enfants de faire la présentation seulement devant l'enseignant, seulement devant 2 ou 3 amis qu'il connaît bien, enregistrer à l'avance à la maison. Ça, je pensais que c'était une modification. Je pense qu'il faut vérifier, par exemple. Oui, la modification, c'est oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un plan d'intervention. Effectivement, c'est des mesures adaptées, mais reste que la mesure adaptée, l'enfant n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic pour avoir une mesure adaptée. Il a besoin d'avoir une évaluation à l'école. Donc, si, par exemple, un orthopédagogue ou un psychoéducateur à l'école a évalué que cet enfant-là avait une anxiété sociale ou une difficulté plus grande qui fait que ça va le mettre en situation d'échec de se retrouver comme ça, l'adaptation pourrait être faite. Mais non, le parent ne pourrait pas dire « Moi, je veux que mon enfant enregistre son oral à la maison », mais c'est des mesures possibles maintenant. C'est ça. Moi, je l'ai vu au collégial aussi, c'est la même chose. Nous autres, on a beaucoup, en éducation spécialisée, c'est encore surreprésenté encore plus parce qu'on en a beaucoup qui ont déjà reçu de l'aide par le passé puis maintenant viennent travailler avec nous. Fait qu'on en a là, qui ont des mesures adaptées. Fait qu'on les applique, on les vit là, au quotidien avec nos étudiants également. Fait que, au collégial, c'est bon. C'est ça. Il y a une plus grande ouverture qu'avant, là, puis une plus grande connaissance aussi de tous ces aspects-là. Donc, c'est sécurisant d'entendre ça. Je vois le temps qui file. Je sais que tu avais écrit, j'avais mis la main sur un de tes livres, puis c'est sur les allégories. J'aimerais vraiment ça que tu nous en parles parce que je trouvais ça vraiment un bel outil. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi, peut-être décrire, c'est quoi une allégorie, puis à quel moment on va dans ce sens-là, dans ce genre d'approche-là, parce qu'il me semble que ça me parlait, moi, de valoriser les erreurs, mais en même temps de passer par le jeu, explique-nous si ça pourrait être intéressant. Oui, puis là, ben en fait, tu tombes à point parce que ce livre-là, qui a été publié en 2011, va être réédité en entier. Oui, je savais. Dans une nouvelle formule et tout ça, dans la collection La boîte à outils.
chez De Mortagne. Donc, on va reprendre les petites histoires que là, je vais mettre un petit peu à jour et tout ça, OK. mais va permettre aussi là, aux parents intervenants là, de voir un petit peu comment on peut utiliser les allégories, parce que je l'expliquais un petit peu au Ouais. départ. Donc, dans le fond, l'allégorie, c'est vraiment, on pourrait dire, une histoire pour aider. Et l'objectif n'est pas de dire à son enfant, hey, ce soir, on va lire une histoire pour t'aider par rapport à une difficulté en particulier, ou on va construire une histoire pour t'aider. On est vraiment dans du travail qui se fait plus à un niveau plus inconscient, c'est-à-dire que là, on va plus lire une histoire comme ça, Tout simplement. puis on a dit, voyons, excuse-moi, de poser des questions à l'enfant, par exemple, bon, je sais pas moi, justement, il y a un personnage qui est très timide, puis de dire, ah, tu sais, qu'est-ce que tu observes? Bon, chez le petit personnage, par exemple, Rémi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'émotion qu'il est en train de vivre? Est-ce que tu as des stratégies à lui proposer? Fait que c'est assez interactif comme histoire, ce qui fait que l'enfant sent pas que c'est lui qui est visé, mais pourrait proposer des idées, des stratégies là, qui vont à quelque part aider l'autre enfant. Puis tu sais, c'est un petit peu la base aussi des petits loups. Les histoires dans Petits loups, c'est un peu la même chose. OK. Beaucoup dans l'interaction pour que l'enfant soit capable de s'identifier sans que ça soit lui directement. À chaque fois que je lis ces histoires-là, que ce soit celles des allégories ou les autres, j'ai toujours des enfants qui font oui, mais moi aussi, il est arrivé tel truc. Fait que les enfants vont Il s'identifier s'ouvre. rapidement. C'est ça. Oui, OK. Puis moi, il y en a, je sais, qui vont construire des allégories avec des humains, des personnages humains. Moi, j'ai choisi que ce soit tous des personnages non humains. Je trouvais que c'était plus facile, justement, pour l'enfant. Tu sais, parce que si l'enfant, il fait ah, ben non, c'est un petit garçon aux cheveux bruns, ça me ressemble pas, tu sais. Alors que là, c'est un petit loup ou tu sais, c'est un raton laveur ou, Ouais. tu sais, même, tu sais, il y en a des fois que c'est une fleur ou, tu sais, la Mhm. timidité dans les allégories, c'est une fleur Ouais. qui n'ose jamais, tu sais, qui est comme refermée puis qu'elle apprend à se tourner vers le soleil, tu sais. Fait qu'il y a C'est beau. vraiment des choses. J'ai une petite plume aussi qui se promène au vent. Donc, il y a vraiment des beaux parallèles qu'on peut faire avec ça. Et avec mes enfants, j'en ai construit aussi là, sur des petits défis. Là, dans ce sens-là, si l'enfant vit une difficulté, on pourrait dire, est-ce que tu aurais le goût qu'on écrive une histoire là-dessus ensemble? OK. Donc, j'en ai fait une avec ma fille sur des défis qu'elle a vécus. J'en ai fait une avec Thomas quand il a commencé à porter des lunettes. Lui, c'était vraiment un drame. Là. Quand il avait 5 ans maternelle, il était le seul de sa classe, puis il trouvait ça très dur. Fait que là, on avait c'était quoi donc c'était-tu la petite marmotte qui avait des lunettes? En tout cas, on avait construit une histoire. Puis, j'étais allée dans une classe de maternelle en construire une avec toute une classe au complet. J'avais ciblé un défi avec le prof, c'était la difficulté à attendre son tour. Fait que là, OK. on avait travaillé ça avec la classe, puis ça avait Wow. été vraiment intéressant. Fait que oui, ça peut être le fun, puis de dire, bon, qu'est-ce que tu penses qui se passe quand il attend son tour? Puis là, ben, il y en a un qui fait comme, ah, il tape du pied, l'autre, il fait, ah, il s'en va jouer à quelque chose d'autre, l'autre, il se lève. Fait que là, on construit à partir de ça, puis c'est bien intéressant. Là. Fait que, Ben oui, c'est ça. ouais. Fait que On reste ça dans le aide. côté ludique. Oui, c'est un Mm. outil de plus, justement, pour Ouais. travailler là, les différents défis. Excellent. Ouais. Ben, peut-être en terminant, est-ce que tu as quelque chose à suggérer aux parents, aux intervenants à mettre en place dès l'enfance qui pourrait aider justement un enfant qui tarde à essayer, là, même, tu sais, pour l'encourager à essayer, même s'il n'est pas certain de relever de façon parfaite les attentes qu'on a de lui là, dans la situation? Bien, je pense que c'est ça, c'est aussi, j'ai l'impression que comme parents, de se donner droit à l'erreur, nous aussi, ça donne un modèle à l'enfant. Tu sais, comme parents, on a tendance souvent à se mettre la barre très haute nous-mêmes, à vouloir Oui. toujours être en contrôle, à vouloir toujours être parfait. Puis ça donne un modèle souvent aux enfants qui font comme, hey, moi, c'est ça, il faut que j'atteigne pour réussir à plaire à mon parent ou à ce qu'il soit fier de moi. Oui. Donc, d'être nous-mêmes très humbles, d'être capable de dire, hey, aujourd'hui, c'était une journée vraiment difficile, j'ai vécu un défi, puis tout ça, puis c'est comme ça que je l'ai surmonté. De cette façon-là, l'enfant, il y a un modèle de
OK, maman aussi, elle vit des défis. C'est ça. Tu sais, l'exemple que je donne, le petit truc que je donne souvent aux parents pour amorcer des discussions au souper, c'est le moment soleil, moment nuage de la journée. OK. Donc, parce que les journées, c'est pas vrai que c'est juste des nuages, puis c'est pas Mhm. vrai que c'est juste des soleils, mais même les parents participent. Fait que ça permet à l'enfant de voir, hey, les journées de papa et maman sont pas parfaites non plus. C'est ça. Puis le parent peut parler de, aujourd'hui, il s'est passé ça au travail qui était un petit nuage pour moi, puis voici comment j'ai relevé ce défi-là. Donc, ça donne aussi en même temps un modèle de, OK, ben moi, si j'ai un défi, aussi, je peux avoir des outils, puis je vais être capable peut-être de le relever. L'autre chose aussi que je mentionne souvent aux parents, c'est d'être réaliste par rapport aux attentes de l'enfant. Souvent, on a tendance à leur dire, puis ça, j'en parle tout le temps quand je parle de l'entrée à l'école, l'entrée maternelle, de dire, tu vas voir, tu vas aimer ça va être magnifique, ça va être beau, tu vas avoir Oui. plein d'amis. Puis là, l'enfant, s'il arrive là-bas, puis que lui, il est figé, il n'est pas Ouais. bien, que la journée ne se passe pas à son goût, il va dire, soit qu'il va se dire deux choses. Maman ou papa m'ont menti, ou moi, je suis inadéquat. C'est ça. Moi, je ne suis pas correcte. Ça veut dire que c'est moi qui ne fonctionne pas comme il faut. Mm. Alors, il faut plus avoir une vision réaliste, c'est-à-dire de leur dire, là, tu vas rentrer à l'école. Tu sais, ta journée, là, ça se peut que ça se passe bien. Ça se peut qu'il y ait des choses qui se passent moins bien aussi ou qui ne se passent pas comme tu avais imaginé. J'ai confiance en toi. S'il y a des défis, soit tu vas être capable de trouver les solutions, soit tu vas être capable d'aller voir un adulte pour lui en parler. Puis on va en reparler ce soir, puis on va trouver des solutions ensemble. Ça, c'est une vision réaliste des choses. Parce que le tout beau, le tout magnifique, c'est pas vrai. C'est pas la réalité, c'est ça. Puis ça montre pas la réalité à l'enfant aussi. Puis ni ça lui apprend pas à avoir des outils quand il vit des situations plus difficiles. C'est ça. Puis nous, c'est vrai que c'est notre souhait que ça se passe parfaitement. Mais le problème, c'est que c'est très rare que ça se passe parfaitement puis que l'enfant revient en disant c'était génial l'école. Puis si c'est génial au jour 1, ça se peut qu'au jour 3, ça ne le soit plus. Puis c'est là que la déception va arriver. Puis comme je dis souvent, l'enfant en bas âge est encore assez égocentrique. Fait que souvent, on va dire c'est à cause de moi. C'est ma faute. C'est moi qui n'est pas correcte. Donc, on ne veut pas ça. Hein. Il y a personne, comme je dis, c'est pas mal intentionné. Là. Les parents font ça parce qu'ils veulent que leur enfant soit positif par rapport à l'école, la garderie. Mais finalement, ben, ils se retrouvent dans une situation où l'enfant va penser qu'il n'est pas à la hauteur. Fait que, être positif, réaliste, là, dans le fond, parce que sinon, ça, comme on dit, ça revient à valoriser un peu la démarche inverse qui valorise les erreurs. Ça valorise un peu plus la perfection de tu vas voir, tout va bien aller. c'est Bien, ça. ce qu'on discutait tantôt, c'est un petit peu le discours inverse. Donc, un autre outil, c'est en ce sens-là aussi, là, d'avoir un discours qui est plus réaliste. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre comme modèle ce qu'on veut leur apprendre, d'apprendre par les erreurs puis de ne pas attendre que tout soit parfait avant de s'activer. Là. Ça va tout à fait dans le même sens. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, c'est très drôle hein, parce que là, je fais une pause tout l'été de mes lives, mais au mois de septembre, le 11 septembre, là, vous pouvez l'écrire dans votre agenda. Mon invitée, ça va être Manon Jean qui va parler, dans le fond, elle est autrice et conceptrice de la météo intérieure. Donc, tu viens de parler de soleil, nuages, le fait que ça ne soit pas tout ensoleillé tout le temps. Puis, notre sujet avec Manon, c'est comment l'accueil de mes émotions en tant qu'adulte fait une différence dans l'accompagnement d'un enfant. Donc, tu as comme tout à fait ouvert la porte à notre prochain sujet du mois de septembre. Ah ouais, puis c'est tellement le fun, ces outils-là sur la météo des émotions, c'est vraiment apprécié là, dans les milieux. C'est un bel outil. Il y a tout plein d'outils. Quand on commence à s'ouvrir à ces différents outils-là, des émotions, là, on voit que il y en a vraiment beaucoup là, qui peuvent nous aider. Donc, merci. Ça a été très concret, plein de petits outils à repartir là, dans votre sac pour aider vos enfants ou les enfants avec qui vous intervenez. Donc, un gros merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Solène. Avec plaisir. Merci. Bye. Bon été. Bon été. Bye.